Hélène Buzetti, Michel David, Christian Dufour, bonsoir. 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 Je vais vous faire entendre tout de suite Justin Trudeau aujourd'hui qui donc se range évidemment du côté d'Israël, comme Joe Biden, comme Emmanuel Macron qui a fait un discours assez important aujourd'hui en France, et on revient tout de suite. La décision de l'organisme terroriste Hamas de prendre des otages, de prendre des innocents en otage, met en péril la vie de tout le monde dans la région. Évidemment, l'Israël a le droit de se défendre en ligne avec la loi internationale, mais nous travaillons tous pour essayer de trouver des solutions pour garder tous les citoyens en sécurité et de mettre fin à ce conflit le plus rapidement possible. Tous les citoyens, évidemment, on pense qu'il a en tête aussi les Palestiniens, mais vous aurez remarqué qu'il n'y a aucun chef d'État ou chef de gouvernement qui, pour l'instant, demande, il y a eu le temps un peu, mais plus technique, demande à Israël la modération, la proportionnalité. Hélène, devant l'horreur, les grandes capitales, pour la plupart, disent « on vous comprend allez-y ». Oui, et moi, c'est ça qui fait que je trouve que ça ressemble beaucoup aux attentats du 11 septembre 2001. On a fait cette comparaison. Et pourquoi je dis ça, c'est que à l'époque, rappelez-vous, M. Bush nous avait proposé finalement un choix binaire. Hein? Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Devant l'horreur que nous avons subie, vous devez être d'accord presque aveuglément avec les représailles que nous déciderons de prendre, dans ce cas-ci, de pilonner l'Irak. Et on se retrouve un peu dans la même situation, alors que si on est d'accord pour dire qu'il y a eu de l'horreur commise, des horreurs commises par le Hamas, et évidemment que l'on est d'accord, on est en train de nous dire que nécessairement, il faut être dans le camp d'Israël et il faut être d'accord avec ce que Israël fait. Alors, on est encore dans cette binarité très, très réductrice, alors qu'on peut très bien à la fois déplorer très fermement ce que le Hamas a fait, mais sans pour autant être d'accord avec le pilonnage et le siège de Gaza. Alors, M. Trudeau, aujourd'hui, comme sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, hier, s'est fait poser à plusieurs reprises la question. Là, j'ai essayé de faire le décompte. Je pense que c'est 4 fois pour M. Trudeau, 3 fois pour Mme Joly hier. On leur demande une question simple parce qu'ils disent toujours Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international. Alors, on leur demande, est-ce qu'en ce moment, en pilonnant et en assiégeant Gaza, Israël respecte le droit international? Et jamais, à toutes ces reprises, ni M. Trudeau ni Mme Joly n'ont voulu répondre. On ne veut pas, Michel et Christian, qu'il y ait aucun iota dans les déclarations des dirigeants, aucun iota de frein possible. On dit que ce n'est pas le moment. Et d'ailleurs, M. Blinken a parlé de clarté morale aujourd'hui, Michel. Oui, c'est pas le moment, mais quand est-ce que ça va être le moment, là, quand ils vont avoir exécuté ou bombardé combien, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de Palestiniens à Gaza? Alors, le moment, ça va être malheureusement quand le mal va avoir été fait. Et l'espèce de résignation de la communauté internationale n'est pas absolument surprenante. Là. Écoutez, ça fait 60 ans là, que le monde observe en condamnant du bout des lèvres la dépossession, l'expropriation constante des Palestiniens et le remplacement de leur ville, leur village par des colonies juives. Alors, moi, je ne suis pas surpris du tout, mais je déplore que vraiment, si le droit à la défense correspond à la politique, au droit international, je ne vois pas quel droit autorise l'exécution, le massacre de civils innocents. Alors, c'est vraiment pathétique. Christian. Moi, l'analogie que je ferais, ce serait moins avec le 11 septembre qu'avec l'invasion de l'Ukraine. Parce que c'est clair que spontanément, l'appui des pays occidentaux est total à l'égard d'Israël. Mais ce n'est pas tous les pays, en fait, qui sont là-dedans. Il y a le silence de beaucoup d'autres, en fait. Et il y a quelque chose de terrible, c'est quelque part, le Hamas a réussi son opération. Parce que le dossier palestinien était devenu extrêmement banalisé sur le plan international. On avait l'impression que c'était plus si important que ça n'avait pas d'impact. Or là, les attaques horribles du Hamas en Israël, en fait, ont fait que le dossier se retrouve
au cœur de l'actualité. Et un dossier, si on compare à l'Ukraine, évidemment, c'était terrible, mais il y avait quand même des embryons de solutions politiques encore aujourd'hui. Un des drames du problème israélo-palestinien, c'est qu'il n'y a plus de solutions politiques. Entre autres, à cause de la colonisation des territoires occupés par Israël, en fait, la solution des deux États n'est pas vraiment praticable. Donc moi, ce que je trouve concrètement, là, à court terme, l'objet qui peut servir de négociation, c'est des otages. Parce qu'on sait que pour les Israéliens, puis pour tout le monde, en fait, c'est un peu horrible, en fait, ces 150 otages-là, dont des enfants qui sont à la merci, en fait, de tueurs, de terroristes. Donc, il y a une motivation pour négocier, pour essayer de les sortir de là. Mais moi, je ne trouve pas qu'il y a une unanimité du tout dans l'appui à Israël. Il y a une unanimité occidentale. Oui. Très bien. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, malheureusement, parce que tout ça va être long et on ne sait pas à quel moment Israël va encore redoubler les frappes et une opération terrestre qui peut-être va arriver au cours des prochaines heures, des prochains jours. Alors, on va en reparler. On revient chez nous. Il y a quelque chose qui rejoint la fierté québécoise, le génie québécois. À chaque fois qu'on voit ces photos, puis il y en a eu dans l'histoire, inauguration de la baie James, de Manicoutar, de Churchill Falls. Là, c'est la Romaine aujourd'hui. M. Bourassa, M. Lévesque avait invité M. Bourassa à l'époque. Bon, il y a plusieurs livres là-dessus. Michel David, premières impressions avant d'entendre M. Legault, c'était l'inauguration de la Romaine. C'est beaucoup plus petit, mais quand même, il y a quelque chose qui rejoint, qui parle aux Québécois, là. Oui, très certainement. Vous avez, si on remonte à Manic 5 même, ça a été vraiment la première affirmation du génie conseil québécois, ça a été dans l'hydroélectricité et ça continue à être comme ça. Là, ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, c'était une fierté, je vous dirais, sans réserve. Maintenant, on se pose des questions légitimes. Daniel Johnson qu'on voit là. Allez-y, pardonnez-moi. Oui, alors on se pose des questions à propos, évidemment, de l'environnement, à propos de l'utilisation de cette électricité-là. Est-ce qu'on veut devenir, comme disait Mme Brochu, le Dolorama de l'hydroélectricité? Toute la question des Autochtones. Alors, disons que la fierté, maintenant, elle est quand même un petit peu atténuée par les choix difficiles que ça implique. OK. On va entendre, avant de vous laisser la parole, Hélène et Christian, on va entendre M. Legault qui dit il y a effectivement un débat. Lui a choisi son camp. Il veut développer et redévelopper. Il veut, pour pouvoir attirer d'autres... par exemple, la filière batterie et tout ça. Il dit le Québec a besoin d'au moins un demi Hydro-Québec et peut-être même un 3/4 Hydro-Québec. On écoute M. Legault. Puis là, on va avoir des questions importantes à se poser au Québec. Il va falloir avoir un débat de société. Michael, Manon vont déposer le mois prochain une mise à jour du plan d'Hydro-Québec. Et suite à ce dépôt-là, il faudra débattre au Québec. Veut-on en faire plus comme leader de l'économie verte? Et dépendamment de la réponse, ça regardera les prochains projets qu'on a. Christian, c'est clair. Et M. Legault veut, il l'a dit à plusieurs reprises, il veut accélérer la cadence du développement hydroélectrique au Québec, là. Oui, puis quand on regarde ces images-là, on se dit on est chanceux d'être Québécois. Après les autres images, en fait, d'Israël et de la Palestine qu'on voit, puis de tant d'autres parties du monde où ça va mal. Moi, je trouve ça très, très encourageant, ce qu'on voit là. Le fait que M. Charest, l'ancien premier ministre libéral, était là, c'est dommage que M. Landry soit décédé parce que lui aussi avait eu un rôle à jouer dans ce projet-là. C'est que ce qui ressort, c'est une continuité institutionnelle québécoise, au-delà des partis. C'est l'héritage de la Révolution tranquille. Moi, je suis rendu blasé là, quand on vieillit, mais c'est une des choses qui m'émeut encore quelque part. Parce que je me dis... On a fait sensible, Christian. on a fait des bons choix, le Québec moderne de la Révolution tranquille, et je trouve que c'est bien qu'on veuille continuer. C'est sûr qu'il y a des obstacles, c'est sûr qu'il y a des inconvénients, mais c'est une route qui est féconde, puis aussi qui tient la route dans le contexte de des nouvelles préoccupations environnementales. Donc, ça fait du bien de voir ça, je dirais, particulièrement aujourd'hui.
OK. Hélène, avant de vous laisser la parole, je vous fais entendre un petit extrait aussi. Monsieur Legault, Michael Sabia, et vous allez voir, si avec l'ancienne présidente d'Hydro-Québec, le courant ne passait pas vraiment, là, vous allez voir, c'est un couple, si je puis dire, bien agencé, et ils regardent dans la même direction. On écoute. Pourquoi c'est intéressant l'hydroélectricité? C'est parce que le fameux bassin d'eau sert comme de batterie, puis on peut l'utiliser quand on a besoin. Québec a besoin d'une augmentation d'énergie importante pour réaliser deux choses qui est fondamentalement importante. Décarbonation de l'économie et également la croissance économique pour bâtir une économie prospère. Hélène, on s'entend sur la... Bien évidemment, il l'a nommé. On s'entend sur la vision davantage d'énergie et le plus vite possible. Oh oui, puis je suis d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit tout à l'heure sur la fierté que ça représente. Mais c'est précisément à cause de ça, à cause de cette fibre en nous qui vibre toujours un peu quand on voit ça, qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a eu droit à un grand exercice de relations publiques. C'était un spectacle politique. D'abord, vous l'avez dit dans vos reportages, ce barrage, il est en opération depuis maintenant presque 1 an. On avait même fait des inaugurations officielles d'un des précédents. Là, je me souviens plus si c'était le 1, le 2 ou le 3. Et pourquoi on a fait ça? Bien, justement, à cause du contexte, parce que on veut bâtir une acceptabilité sociale pour la construction de nouveaux barrages. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que M. Charest était là. Oui, on lui a fait une fleur, c'était très chic, mais c'était pour envoyer ce message que ça transcende les lignes partisanes, que c'est quelque chose derrière laquelle on devrait tous se rassembler. Alors, il y a un exercice ici de relations publiques pour faire en sorte qu'on avance cette idée là, de construire de nouveaux barrages. On veut vendre une vision. On veut vendre une vision. Oui, oui, voilà, absolument. Bon. Et moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est, rappelez-vous, au début, la Romaine, quand ce projet-là a été mis de l'avant il y a à peu près une vingtaine d'années, puis quand c'est devenu un peu plus concret vers 2007-2008, il y avait des mouvements d'opposition très, très forts. Hein? La Fondation Rivière, Roy Dupuis qui avait descendu la rivière, etc. Et qu'est-ce qu'on disait à l'époque? Que c'était complètement fou, ce projet. On n'avait pas besoin de cette électricité. On allait harnacher une rivière, la défigurer pour vendre notre électricité aux États-Unis. Et quoi? 15 ans plus tard, on réalise que finalement, on est en déficit et qu'on nous dit qu'on aurait pratiquement besoin d'un autre 13 fois Romaine. Oui, remarquez, oui. À garder à l'esprit, parce que quand on parle tout le temps de nos besoins dans 2050, c'est dans une vingtaine d'années, beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Remarquez que Baie James, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas la faire non plus à l'époque, puis beaucoup de groupes, puis on disait c'est de la folie. Et il n'y a pas grand monde qui s'en passerait aujourd'hui. On va écouter M. Charest. Vous avez dit que ça a été une fleur de l'invité. On va l'écouter. J'ai été agréablement surpris. Je remercie M. le Premier ministre Legault de m'avoir invité. Et ils ont été très généreux aujourd'hui dans leurs commentaires et ça, je l'apprécie beaucoup. Alors, ça m'amène, Jean Charest, au Parti libéral du Québec. Le document d'André Pratt a été publié. Michel David, non, pas Michel David. On va écouter André Pratt, le deuxième extrait, si vous voulez, et Jean Charest ensuite. Je parle en régie, mais tout le monde comprend, tout va bien. Et on revient tout de suite. Un libéral, une libérale, aujourd'hui, c'est ça. C'est s'affirmer, c'est rassembler, c'est prospérer. Je pense pas que ça contraigne un nouveau chef ou une nouvelle chef à grand-chose. Ce que ça dit, c'est où les militants libéraux sont rendus aujourd'hui. Et les militants libéraux, une des choses qu'ils nous disent, c'est arrêtez de vous laisser définir par les autres, définissez-vous vous-même. Je suis impressionné par le rapport, moi, qui a été rendu public aujourd'hui. Impressionné. J'ai impressionné parce que c'est un travail de fond et de substance. C'est encore une fois fait avec une perspective de durée. Et quand on fait l'examen, incluant l'idée d'une nouvelle constitution du Québec, qui n'était pas une idée que moi j'avais épousée, l'interculturalisme, la question d'une politique industrielle, je suis très impressionné par le rapport. Michel, David, êtes-vous impressionné?
Bien, écoutez, s'affirmer, rassembler, prospérer, connaissez-vous un parti politique là, qui ne pourrait pas se reconnaître là-dedans? Le document est bien fait et je pense que le travail de consultation a été très bien fait. Et je suis convaincu que pour les militants libéraux, c'est probablement soulageant de voir que, bon, il y a encore des raisons d'être libéral de nos jours. Ceci étant dit, je ne suis pas certain que pour l'électeur moyen, là, qui n'est pas un militant libéral, ça va changer grand-chose dans sa perception du parti. Éventuellement, c'est le nouveau chef. L'important dans un parti politique, c'est l'image, son visage. Et ça, le meilleur des documents, s'il n'est pas porté par quelqu'un qui réussit à vendre ça, ça reste un beau document d'archives. Christian, il y a un peu la quadrature du cercle aussi, virage nationaliste, oui, mais en même temps, affirmation des droits individuels, la charte et tout ça. Et on sait qu'il y a des politiques du gouvernement Legault qui ont été comme la laïcité populaire. Peu importe ce qu'on en pense, c'est populaire chez les francophones. Donc, il y a aussi, on tente de régler le cube Rubik aussi, là. Oui, c'est pas superficiel parce qu'André Pratt, c'est pas quelqu'un de superficiel. Moi, ce que je retiens essentiellement, c'est juste une chose, par exemple. C'est l'adoption d'une éventuelle loi sur l'interculturalisme. Ça me semblerait très, très important parce que, je l'ai dit souvent, puis je le pense profondément, un des gros problèmes auxquels on est confronté, le Québec, c'est le multiculturalisme sans limite délirant à Ottawa. Ce serait très important qu'on affirme notre propre modèle. Rappelons pour les téléspectateurs, c'est très simple la différence entre les deux. À Ottawa, le multiculturalisme ne reconnaît pas que société d'accueil. Tout le monde est placé sur le même pied. L'immigrant qui est arrivé il y a 10 jours, puis ceux-là qui étaient là il y a 300 ans. Alors qu'au Québec, on reconnaît qu'il y a une société d'école et une langue commune. Pour le reste, le document du Parti libéral, franchement, là, moi, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Puis je comprends que c'est la quadrature du cercle, mais en tout respect pour André Pratt, le jupon anglophile dépasse pas mal. Quand il se met à dire qu'il faut clarifier le droit des anglophones à une période où quiconque vit à Montréal, dans le centre-ville, ça me frappe beaucoup ces temps-ci. Il y a une émergence du côté anglophone de Montréal qui est un peu nouvelle. Bel effort. Ils n'ont pas le choix que de le faire parce que c'est déjà vu comme le parti des Anglais. Mais je ne pense pas, comme Michel, que ça va changer grand-chose, sauf l'interculturalisme. Ça va être la lecture de chevet de là ou du prochain chef, éventuellement. Mais on a reporté ça en 2025, Hélène. Mais je vous laisse parler du document, Hélène. Bien, je trouve intéressant qu'ils posent un bon constat quand ils disent que les Québécois ont souvent eu l'impression que le Parti libéral du Québec méprisait leurs inquiétudes identitaires. Et je pense qu'ils ont raison. Il y a plusieurs exemples dans le passé. Je pense notamment à Philippe Couillard, là, quand il nous avait dit au débat des chefs de 2014 que c'était normal d'exiger d'un employé d'usine qu'il soit capable de parler anglais d'un coup qu'il y aurait un client anglophone qui se présenterait. Donc, bon constat, mais dans les solutions qui sont proposées, moi, je ne vois pas de grands changements de paradigme. On est encore dans cette idée de, oui, bon, il faut protéger le français, mais il faut aussi protéger les institutions anglophones, il ne faut pas les ratatiner. Cette question de la laïcité, oui, OK, la laïcité, mais il ne faut surtout pas qu'elle ait d'effet. Il ne faut surtout pas essayer de restreindre de quelconque manière l'expression du religieux dans l'espace public. Alors, bon constat, proposition assez mitigée pour y remédier. Et il y a encore un peu, me semble, un relent de ce mépris quand on nous parle, par exemple, du clivage libéral-autoritaire. Mais c'est comme de dire que ceux qui ont des préoccupations sont complètement dans le champ, où on parle de figer une identité dans le passé. Alors, ça n'a pas tout à fait disparu, ça, cette condescendance. Et moi, je crois pas que le nouveau chef, ça va être très important, le nouveau chef va être beaucoup lié par ces réflexions-là qui sont intéressantes, mais ce sont des réflexions, à mon sens. Okay. Et comme le dit Hélène, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. Nouveau chef, Michel David, ne retenez pas votre souffle. Je pense qu'on a compris. Non, on a compris que ça ne sera pas avant 2025 et je pense que c'est une excellente idée. La première raison, c'est qu'il n'y a personne qui veut de la job, à part M. Beauchemin qui a été exclu du caucus, ça tombe mal. Pour des allégations là, de harcèlement psychologique. Mais et actuellement, qui veut diriger ce parti-là? Okay. Au moins dans 2 ans, peut-être que la conjoncture va s'être améliorée. Conjoncture, effectivement. Et voilà. Okay. Hélène, Michel, Christian, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir.